26 février 2026, bienvenue à tous dans Rendez-vous, votre magazine d'information générale. En ce jour, nous recevons pour vous Maître Enoch, avec qui on va évidemment avoir un regard précis et détaillant sur la situation générale de la République démocratique du Congo, les enjeux de l'heure, où tout le monde, alors la population est divisée selon les appartenances. Et pourtant, il est plus que temps que tout le monde soit beaucoup plus attaché à la patrie et non aux individus, quelles que soient leurs influences sur la masse, car vous le savez très bien, les politiques ayant maîtrisé ce que c'est que la masse, eh ben, ils en font généralement leur caisse de résonance et ils font gober à cette masse tout ce qui leur vient par la tête, alors qu'en réalité, ce n'est pas pour l'intérêt général de la société, mais bien plus pour des intérêts égoïstes ou carrément pour leur positionnement. Il y a quelques jours, la Constitution de la République démocratique du Congo a célébré ses 20 ans d'existence. Alors, pour certains, c'est déjà l'âge de la vieillesse. Évariste Bouchard, par exemple, puisqu'il s'agit de lui, qui lui ramène déjà la vieillesse d'une constitution à 17 ans. Il y a beaucoup, et ça nous a poussé dans bien de recherches, et on s'est rendu compte que il y a toutes les constitutions que nous connaissons d'ailleurs dans les pays de la vieille démocratie ne sont pas aussi jeunes que ça. C'est toujours au-delà de 2 siècles, 3 siècles. Bien entendu, il y a eu beaucoup d'amendements par la suite. Même ici en Afrique, à côté de nous, prenons le cas de la Zambie. La Zambie, après Kenneth Kaunda, la constitution actuelle de la Zambie a été adoptée en 1991. Et quand vous faites des calculs, c'est déjà beaucoup plus loin, au-delà de 17 ans, évoqué par Évariste Bouchard, alors que la Zambie est déjà le meilleur pays parmi tant d'autres en Afrique en matière de démocratie même électorale, où on a vu un président en fonction à l'issue de son premier mandat et que leur constitution autorisait encore lui donner le droit là de concourir pour un second mandat et dernier, eh bien, il a été dans la course et puis il a carrément échoué et on l'a vu serrer la main de son challenger qui lui a gagné l'élection. Et tout cela, ce n'était que la gloire de la démocratie africaine, bien entendu. Et de surcroît, un de nos pays voisins. Donc, on n'a pas à chercher à comprendre ou carrément on ne sait pas quels sont les mobiles. Sont-ils scientifiques ou c'est carrément le positionnement? On va en parler avec notre invité, Maître Enoch. D'abord, merci d'être là. Merci M. Richard pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent des part et d'autre. Je suis très ému de rehausser de ma présence aujourd'hui afin que nous discutions ensemble de questions qui gangrènent notre pays. Comme vous le savez bien, que la République démocratique du Congo aujourd'hui traverse une période calamiteuse et en tant que patriotes, nous avons cette responsabilité d'apporter notre plus-value sur les questions de notre société. Parce qu'en tant qu'intellectuels, nous avons un rôle. L'intellectuel ramène la science pour résoudre le problème de la société. Mais malheureusement, dans notre pays, l'intellectuel devient l'instrument qui participe à la destruction de la société, au lieu d'être l'instigateur de la résolution des crises de la société. Ce qui est le paradigme aujourd'hui de l'intellectuel congolais, qui n'est plus la solution du problème congolais, mais qui devient le problème congolais. Si le Congo a un problème de gestion, et que la majeure partie des personnes qui gèrent le pays sont des intellectuels, donc les intellectuels deviennent aujourd'hui le premier problème de notre pays. Merci beaucoup. Encore une autre question directe. Comment trouvez-vous la gestion de la crise sécuritaire à l'est de notre pays? On commence par là, parce qu'il y a beaucoup de choses, la mort de Willy Ngoma, tout cela. Comment vous avez, quelle est votre approche sur la gestion de cette crise sécuritaire? Merci de la question, Monsieur Richard. Je pense qu'il faudrait partir d'abord de principes. En tant que patriote, Monsieur Henri, excusez-moi, en tant que patriote, nous avons la responsabilité, lorsque votre pays est face à une crise, de condamner cette crise et de participer à la résolution de la crise.
Une chose est de condamner la crise, une autre est de résoudre la crise. Et dans une république, il y a des autorités qui ont reçu mandat d'apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent la société. Nous sommes un peuple qui avons donné le pouvoir de représenter cette population par ceux qui nous dirigent. Alors, dans le contexte de la crise sécuritaire de notre pays, je pense que c'est un secret des polichinelles, cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Encore est-il qu'il faut rappeler qu'à un moment dans ce pays, cette crise a été défaite par une armée congolaise, à l'époque de Kabila. Le président de la République débarque au pouvoir. On a vu la création de l'AFC M23. L'M23 existait depuis longtemps, mais il y a une branche politique AFC qui vient s'ajouter. Alors, on a vu cette prolifération des processus, Washington, Doha, Kenya, Angola et tout ce qui va avec, dans l'optique de résoudre la crise sécuritaire dans notre pays. Mais d'abord, il faut partir du narratif. Le président vous dira que cette crise est l'émanation de Joseph Kabila, qui fut son partenaire politique jadis. En même temps, il vous dira que je ne vais pas discuter avec les pantins, c'est-à-dire l'AFC M23, mais par contre avec ceux qui sont les instigateurs principaux de l'AFC M23, à l'occurrence les Rwandais et Kabila. Parce que l'AFC est considéré comme les supplétifs. Et par après, nous partons à Washington, on discute avec le Rwanda. Mais en même temps, on nous renvoie à Doha pour discuter avec l'AFC M23, ce qui est en même temps une contradiction. Dans la mesure où, si dans notre narratif, on avait dit qu'il fallait simplement discuter avec le Rwanda, donc c'était illogique, en même temps, de discuter avec ceux qui sont les supplétifs du Rwanda, dans la mesure où le Rwanda serait le premier instigateur de ces supplétifs-là. Le patron même. Exactement. Oui. Alors, reconnaître une discussion avec les rebelles, c'est en même temps leur donner une autre occasion de se faire une brèche en termes de posture. Parce qu'en même temps, vous discutez avec le Rwanda. C'est comme si on leur donnait une autre, je dirais, un autre statut. Exactement. Au lieu de les laisser dans comme étant des l'ombre supplétifs. Oui, en réalité, ici, on a quitté la logique de faire des l'AFC comme étant un supplétif. Ça devient dorénavant un acteur de la crise. Oui. Parce qu'en même temps que vous discutez avec le Rwanda sur une portion de la crise, en même temps, vous discutez avec l'AFC M23 comme étant l'un des acteurs de la crise. Donc l'AFC M23, partie prenante. Exactement. L'AFC M23 est, disons, l'AFC M23 est légitimité des chefs par cette discussion de Doha. Et puis par après, il y a maintenant cette histoire du dialogue en interne. On vous dit non, la crise sécuritaire en interne, il faudrait que les fils et filles du pays puissent se réunir. Et en même temps, c'est du pouvoir vous rappelle que non, on ne peut pas discuter avec ces gens-là parce que nous sommes à Doha. Première des choses. Deuxième des choses, ils vous diront non, s'il faut qu'on discute, cela doit se faire ici en République démocratique du Congo. Et en même temps, on vous dit non, il ne faut pas qu'on discute avec ceux qui ont pris les armes contre le pays. Donc en réalité, si vous suivez les cheminements logiques de la gestion de cette crise, il y a eu plusieurs contradictions. Un, par rapport à qui doit discuter avec le Congo. Deux, par rapport à ce qu'on veut en réalité par rapport à cette crise. C'est comme si l'objectif du Congo n'est pas assez clair. À un moment, on veut résoudre la crise. À un moment, on veut entretenir la crise. Pourquoi je l'ai dit? Le chef de l'État vous dira, non, pour qu'on discute, il faut que le fils et filles du pays se réunissent, pas ceux qui ont pris les armes. Et en même temps, on vous dit par certains communicateurs de l'Union sacrée, tant qu'il y aura la crise sécuritaire à l'est du pays, le chef de l'État restera en fonction. Alors, si on part dans une logique où un politicien, lorsqu'il débarque au pouvoir, il vient pour se maintenir aussi longtemps possible dans le pouvoir, et qu'une crise sécuritaire soit telle, permet à un politicien de demeurer au pouvoir le plus longtemps possible, donc cela profite à ces politiciens-là. C'est ça la déduction, je ne vais pas dire que c'est réellement ça. Donc, pour moi, j'estime que le problème avec cette crise, elle a été très mal gérée. Sur le plan diplomatique, sur le plan du narratif. Et aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que nous voulons en réalité, quelle est la solution qui va s'y venir. Tantôt, on veut parler avec l'AFC. Tantôt, il y a des mesures de cessez-le-feu qui ne sont pas respectées. Tantôt, on ne veut pas parler avec l'AFC. Et après, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je pense également que cette stratégie est entretenue dans une optique de pouvoir nous berner jusqu'en 2028. Donc, jouer sur le temps. Exactement. Parce que vous savez que en politique, ou s'il faut être machiavélique, un acteur politique peut entretenir une crise pour permettre à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et donc, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, les actes que nos gouvernants posent ne nous rassurent pas sur la résolution de la crise. À un moment dans ce pays, Joseph Kabila avait compris qu'il fallait régler la crise, mais en même temps qu'il fallait surpasser les égos des uns et des autres. Maintenant, aujourd'hui, les acteurs politiques de notre pays n'ont pas cette capacité-là. À voir au-delà de leur velléité, je peux dire, partisan. Ils n'ont pas cette capacité ou plutôt ils n'ont pas cette volonté-là? Bon, moi je pense plutôt qu'il n'y a pas une capacité. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'un acteur politique, on sait que les conflits sont inhérents
en politique. On ne peut pas faire la politique sans se confronter aux adversaires. Et lorsqu'on est appelé à gérer un pays, il faut qu'on ait la capacité managériale à pouvoir mater des crises. Maintenant, aujourd'hui, on constate que c'est comme si on ne veut pas, on peut parler de la volonté, mais en même temps qu'on ne fait pas montre d'une capacité à pouvoir apporter des résolutions aux problèmes de notre pays. C'est ce que moi je constate aujourd'hui. Sur tous les plans, on ne sent pas cette volonté-là. Je prends le cas de la mort de M. Willy Ngoma, ce que nous saluons d'ailleurs, parce que c'est une perte énorme pour cette rébellion. Mais est-ce que cette mort lui qui était déjà parmi les stratèges exactement, le fin communicateur, M23, oui. Le fin communicateur de l'AFC M23. Mais s'il faut qu'on soit pragmatique, quelle est la répercussion exacte de cette mort par rapport à la crise sécuritaire à l'Est? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de victoire, c'est là sous-entend la récupération de certaines parties du territoire qui sont sous l'occupation. Mais est-ce que le fait pour Willy Bakonga de mourir aujourd'hui rapporte-t-elle une victoire en termes de reconquête des territoires? Non. C'est ça le problème. C'est comme ça que vous avez même vu, lorsqu'on a signé l'accord de Washington, on était dans une logique de pouvoir festoyer. Et que les adversaires, en même temps, après la signature, ont gagné une partie du territoire. C'est comme si aujourd'hui, on veut des actions cosmétiques pour berner la population, alors que le vrai problème n'est pas résolu. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui chante. On est d'accord que Willy Bakonga n'est pas en vie. C'est une perte énorme. Excusez-moi, Willy Ngoma, excusez-moi, c'est un lapsus. Mais en réalité, on n'est pas dans une optique de pouvoir résoudre le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, on doit le rappeler que ça fait pratiquement plusieurs jours que les compatriotes de Goma, des Bukavu, ne sont plus sous les jougs de notre pays. Et nous, en tant que compatriotes, on sera contents aujourd'hui de voir que voilà, les drones congolais ont bombardé les positionnements de l'AFC M23 à Goma et que le Congo a récupéré par exemple, les espaces. Voilà. Mais tant qu'on ne parvient pas aujourd'hui à reconquérir sous le plan militaire, parce que une chose également, monsieur Henri, on peut se poser la question, sur le plan technique, sur le plan militaire, jusque-là, on n'a pas engrangé une grande victoire en termes de reconquête d'une grande partie du territoire. C'est souvent des petites contrées qu'on essaie de reconquérir. D'ailleurs, la plus grande victoire dans cette guerre émane du tweet d'une autorité de l'ONU. On a suivi un ministre de notre pays dire... De l'ONU ou c'est Boulos? Excusez-moi, Boulos, le secrétaire général de l'ONU. On a suivi, il dit non, c'est par cette action posée par M. Boulos qu'on a reconquis une partie du territoire. C'est comme pour dire, en d'autres termes, que nous ne sommes pas assez forts. Parce qu'il leur a demandé de se retirer. Exactement. Nous ne sommes pas assez forts pour que nous puissions militairement faire face aux rebelles. Ça, c'est également une absurdité. Parce que lorsqu'on est en face d'une guerre, les autorités doivent avoir une attitude de rassurer la population. Mais lorsque vous donnez l'impression que la solution au problème congolais vient d'ailleurs, ça laisse à désirer. Est-ce qu'il y a-t-il lieu de dire que, au regard même de ces accords-là qu'on a tant évoqués, que notre souveraineté maintenant n'est plus entre nos mains, ça devient entre les mains de Boulos, pour ne même pas parler des États-Unis? Moi d'ailleurs, je pense aujourd'hui, nous sommes dans une optique de tout importer. La République démocratique du Congo vous ramène de papier, même le papier on le fabrique à l'extérieur du pays, on vous le ramène ici. Et même la paix de la République démocratique du Congo émane dorénavant de l'extérieur. On l'importe actuellement. Nous n'attendons maintenant que Boulos. Exactement. On donne maintenant l'impression que nous avons un président de la République juridiquement élu. On a également un chef d'État des faits, c'est-à-dire Donald Trump, exactement, qui est appelé aujourd'hui à résoudre le problème du Congo. Parce qu'à chaque fois que vous entendez ce qui gouverne les pays, lorsque vous suivez Augustin Kabouya, il vous dit, bah ça va Donald Trump. C'est comme si nous, Congolais, on avait élu Donald Trump pour qu'il puisse venir dorénavant trouver une solution chez nous. On donne l'impression aujourd'hui que non, le problème du Congo aura une solution à l'extérieur du pays. En même temps, on dit non, il y a des supplétifs congolais qui font partie d'une crise. Alors, en même temps, la grandeur d'un pays, c'est également dans sa capacité à trouver des solutions à ses propres problèmes. Lorsque vous êtes un pays qui a toujours tendance à voir ailleurs pour résoudre les problèmes qui se trouvent chez vous, ça laisse à désirer. Dans l'histoire de notre pays, il est arrivé des moments où on s'est assu. En réalité, les vraies solutions s'est trouvées quand on s'est surpassé. Sun City. Vous avez vu que c'était les acteurs politiques du pays qui se sont à un moment dit voilà, il faut qu'on trouve la solution. Et on a trouvé la solution. À chaque fois qu'on a fait recours à l'apport de l'extérieur, on n'a jamais trouvé une solution totale. J'ai défie quiconque qui puisse m'apporter, par exemple, un processus totalement managé par l'extérieur, sans que les acteurs politiques du Congo aient une ascension qui a ramené une solution au problème congolais.
Parce que celui de l'extérieur a également son agenda. Oui. Lorsqu'il débarque dans une crise de votre pays, en étant médiateur, il veut également avoir des avantages par rapport à cette crise-là. Alors, pensez-vous qu'un Américain aura plus intérêt que le Congo soit développé que le Congolais lui-même? C'est une absurdité. Alors aujourd'hui, on a l'impression que non, l'Américain peut vouloir le développement du Congo. Or, on sait que dans la scène internationale, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une approche où on veut rationaliser la scène internationale. Non, on compte sur la bonne volonté des Américains, sachant que si aujourd'hui, la crise sécuritaire à l'est du pays persiste, les Américains en sont également pour quelque chose. On parle des Rwandais qui ont le premier partenaire, c'est les Américains. Vous savez également que dans la sous-région des Grands Lacs, à un certain moment dans notre pays, nous étions le pivot de grandes puissances. Et que par après, avec la chute du mur de Berlin et avec les génocides rwandais, tout a basculé. On a quitté du Zaïre, on est maintenant avec les Rwandais qui sont soutenus par les Américains. L'armée rwandaise est formée en grande partie par qui? Les Américains. Et donc, si sur le plan de la géostratégie, nous pensons trouver des solutions en prenant en compte les amis de nos ennemis, on commet une grosse erreur géostratégique. Parce que le Congolais aujourd'hui compte sur l'ami de son ennemi pour trouver une solution au problème qu'il a avec son ennemi. Alors que la vraie stratégie serait laquelle? De se tourner vers les ennemis les ennemis des ennemis de son ami. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, le monde est divisé, vous avez les Américains, la Corée du Sud, vous avez la Chine. Vous avez de l'autre côté la France qui, par exemple, n'essaye pas de donner une puissance exacte. La stratégie géopolitique devait être laquelle? C'est tourner vers, par exemple, la Russie aujourd'hui, qui devient un partenaire stratégique pour d'autres États. Vous avez les États du Sahel qui ont la Russie comme partenaire. Et en ce moment-là, les Américains pourront nous faire des yeux doux. Mais quand nous pensons que la solution pourrait venir en mettant sur la table le partenaire principal de notre ennemi et nous-mêmes, on se trompe. On se trompe. Vous évoquez ici l'ami de mon ennemi qui devient... en même temps, mon ami. Mon ami, ou l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Une question me vient en tête. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui on échangeait là, qui me pose une question. Il me dit, comment voyez-vous... Je vous pose cette question-là pour que vous donniez votre appréhension. Il me dit, comment voyez-vous cette vidéo qui circule et accompagnée de tout ce bruitage des communicateurs de l'Union sacrée qui vantent le fait que Félix Tshisekedi ait reçu Jean-Luc Abiyarimana, le fils d'Abiyarimana, et ceux qui sont dans sa suite. Et voilà ce qu'il me dit. Cette situation, tous les Tutsis rwandais ne sont pas forcément derrière Kagame. Mais ne craignez-vous pas, vous en tant que Congolais, que cette situation-là, le fait de recevoir et d'en faire même des vidéos, le fils Abiyarimana et tous ceux qui sont derrière lui par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ça risque de créer une dynamique par tous ceux qui sont disséminés à travers le monde en tant que des Tutsis, et que ça risque de créer encore une autre tension parce que visiblement, ça va ressusciter les démons du Rwanda avec les génocides et consorts. Comment voyez-vous cet acte-là? Parce que ce sont les communicateurs de l'Union sacrée qui en font tambour, qui vantent cette politique-là. Est-ce que ça ne pouvait pas se faire peut-être discrètement? On se souvient aussi que si Dochantoche avait finalement envoyé toute son armée pour aller chasser Pascal Lissouba, c'est parce que celui-là avait reçu Savimbi. Exactement. Alors, comment vous pouvez réagir à cette petite parenthèse que nous ouvrons? Voilà, merci une fois de plus de la question. Je pense que pour ceux qui savent la stratégie des Rwandais, ils sont dans une logique de la victimisation. Surtout partant de cette histoire du génocide rwandais. Les Tutsis, à chaque fois que vous posez une action, même pour apporter un élément d'histoire qui contredit l'aspect du génocide, on vous crée des procès à l'international. Vous prenez le cas de Charles Onana aujourd'hui, qui est victime d'une sorte d'acharnement parce qu'il a pu ramener certains éléments qui contredisent la version officielle de la question du génocide rwandais. Alors, le fait pour le chef de l'État de s'afficher publiquement avec le fils du président Abiyarimana, c'est une erreur sur le plan de la stratégie que nous devions avoir. Sachant que nous avons un adversaire qui se victimise. Les narratifs rwandais ont de l'ascension
dans la scène internationale par rapport au narratif qui contredit celui du Rwanda. Alors, quand vous êtes un pays en confrontation avec le Rwanda, qui, dans son narratif, dit souvent que j'interviens dans votre pays pour protéger une fraction de la population Banyamulenge, qui a des origines également rwandaises. Et que cette protection est la conséquence du génocide qui s'est passé chez eux. Oui. Et que le président qui était à l'époque, qu'on qualifie de génocidaire, c'est le père du fils que vous recevez. Alors, oui. Vous donnez je peux dire, vous donnez un argument à votre adversaire. Il peut aujourd'hui dire que non, le Congo est en train de préparer une sorte de contre-génocide contre les Tutsis. Et s'il dit ça, il vous dira non, je suis en train d'envahir le Congo par peur de subir encore les événements de 1994. Alors, lorsqu'il dira ça, puisqu'il a beaucoup de lobbies et que ces gens ont intérêt que nous soyons insécurisés, vous vous rendrez compte que ça risque de tourner en mal contre nous. Les gens ne comprennent pas une chose, Monsieur Henri. Ce qui se passe dans notre pays, ce n'est que l'émanation des Occidentaux auprès de qui nous partons chercher des solutions. Ils savent que si le Congo aujourd'hui devient un partenaire fiable pour les acteurs politiques de la scène internationale, le Congo deviendra une puissance en Afrique. Or, vous le savez, que depuis la naissance de notre pays, nous n'avons été qu'un pays où les puissants viennent chercher les minerais. Même quand vous suivez les résolutions de la conférence de Berlin, on vous dit que dans ces résolutions, on vise à ouvrir les bassins du Congo à l'exploitation. Le Congo a toujours été ces pays où les Occidentaux viennent chercher de quoi prendre. Même lors de la guerre mondiale, on a pris le minerai congolais pour fabriquer la bombe atomique. Oui. Et donc, quand vous êtes un pays... L'uranium de Shinkolo, exactement. Lorsque vous êtes un pays qui se trouve au cœur des enjeux mondiaux sur le plan de la géostratégie, il faut que les actions que vous posez puissent être un peu des actions qui tiennent compte de certains aspects géopolitiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne serons pas calmes, nous, République démocratique du Congo, tant que nous n'aurons que les sous-sols que nous avons ici. Même si le Rwanda aujourd'hui cesse de nous agresser, il y aura toujours un autre pays qui viendra nous agresser. Et donc, nous devions inéluctablement nous préparer aux confrontations. Mais d'ailleurs, l'Ouganda passe maintenant pour un gros producteur d'or, alors que c'est l'or que l'Ouganda exploite en Ituri. Mais figurez-vous que demain, on dise que non, on va se poser la question sur la source de l'Ouganda par rapport à l'or qu'il produit. On aura certainement une confrontation avec eux. Oui. Et on va quitter du Rwanda vers l'Ouganda. Alors, mais pourquoi Kinshasa continue toujours à considérer Museveni comme partenaire fiable de la RDC? Parce que Kinshasa aujourd'hui pense que tout acteur qui peut aider Kinshasa à mater les Rwandais, peu importe ce qu'il pose comme action dans notre pays, est un bon partenaire. Parce qu'ils savent également qu'aujourd'hui, si nous matons le Rwanda, on aura un narratif qui peut nous permettre de nous maintenir après 2028. C'est ça la vérité. Donc là, il faut laisser maintenant à l'Ouganda nous exploiter. Mais c'est ça l'évidence. On a vu d'ailleurs les réfugiés congolais être bloqués au Burundi. D'autres disent que non, c'est une stratégie pour exploiter ces réfugiés-là, pour montrer à l'opinion que voilà, puisque ces réfugiés sont ici, c'est à cause de la FCM23 et que de ce fait, il faudrait que vous puissiez intervenir. Donc un pays qui fait souffrir ses compatriotes pour des intérêts politiciens. Mais Maître Enoch, nous avons... on ne va pas tout de suite fermer la parenthèse sur les accords là, parce qu'on doit entamer vraiment la question du changement de la Constitution. Mais néanmoins, les États-Unis, dans leur politique de vouloir constituer ce qu'eux appellent coffre-fort, qui sera constitué de 17 minéraux critiques congolais, ils ont débloqué un fonds de 12 milliards de dollars pour cette opération-là, donc c'est-à-dire extraction jusqu'à convoyer aux États-Unis. Est-ce que la République démocratique du Congo, sinon le gouvernement, est-il capable de comprendre quel est le volume voulu par les États-Unis pour constituer ce soi-disant stock-là? Et ça pourra prendre combien d'années ce mouvement-là de constitution d'un tel stock? Eux qui sont dans la logique de continuité de l'État, pas comme chez nous. Donc après Trump, c'est lui qui viendra là. Comme c'est alléchant pour eux, parce qu'ils veulent contrôler la suprématie ou sinon la domination de la Chine, qui contrôle à 60% l'extraction mondiale des minéraux critiques, et contrôle à 90% le raffinage de ces mêmes minéraux-là. Exactement. Deux questions. La première, est-ce que la RDC, à ce que vous voyez,
a-t-il les moyens de contrôler le volume de ce stockage-là? Et deuxièmement, aurions-nous la capacité de stopper dès que nous verrons que mais finalement on va jusqu'où? Parce que ça risque d'hypothéquer tout l'avenir de notre pays. Merci de la question. Avant d'ailleurs d'y répondre, je pense qu'il faudrait partir d'un constat. Les politiques congolais, on a un prototype des politiciens dans notre pays. Lorsqu'on parle de la politique au Congo, on voit un acteur qui pose une action sans tenir compte de l'avenir de son pays. C'est souvent ça, les politiciens congolais. C'est qui est très dangereux. Exactement. Souvent chez nous, lorsqu'on parle des actions politiques, c'est pour entretenir un pouvoir d'un acteur politique, sans qu'il s'en tienne à ce qui viendra après lui. Lorsqu'on parle de cette question de minerai, j'ai suivi d'ailleurs un débat entre une société américaine avec le gouvernement belge. Cette société privée réclame les archives qui se trouvent à la Belgique, qui répertorient pratiquement tous les gisements de minerai dans notre pays. Parce qu'ils pensent que, vous voyez, en matière d'exploitation de minerai, la plus grande opération et la plus coûteuse, c'est celle qui intervient pour la reconnaissance des endroits où se trouveraient des gisements de minerai. Ça prend beaucoup d'argent d'ailleurs que l'exploitation. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quantifier ce que les Américains doivent avoir chez nous et ce que nous aurons en contrepartie de façon concrète. On ne sait pas le quantifier. Pourquoi je le dis? Parce que dans tout ce que nous disons, lorsque vous signez un partenariat avec un acteur sur le plan international, il faut qu'on sache, nous voulons avoir par exemple tel nombre de tonnes de l'uranium et qu'en contrepartie chez vous, nous vous rapporterons des éléments X, Y, Z. Mais aujourd'hui, on est dans une logique de l'hypothèque du Congo en réalité. Les sous-sols congolais, on les donne à un acteur international et qu'en contrepartie, on veut que cet acteur nous ramène la paix. Sachant que la politique américaine varie selon les camps. La philosophie des républicains n'est pas la même philosophie que des démocrates. Si un président démocrate débarquait demain après Trump, il va tout bousiller. C'est une évidence. Parce que Trump, c'est un républicain. Oui. Les républicains et les démocrates n'ont pas la même approche de la gestion de la politique internationale américaine. Oui. Et donc, Trump aujourd'hui, c'est pratiquement aussi cet affairiste qui veut avoir des intérêts au niveau de l'Afrique. Alors, si la politique américaine, sur le plan des relations internationales, changeait après Trump, quel deviendra l'accord américain, disons, l'accord qu'on a signé avec les Américains? C'est ça la vraie question qu'on se pose. Quelles sont les garanties que le Congo a par rapport à cet accord? Parce que le respect d'un accord dépend également des garanties qui sont assorties de cet accord-là. On dit par exemple que non, en cas de violation, voilà la sanction qui sera prévue. Et en termes de rapport de force, sommes-nous à même de faire tête aux Américains en cas de violation de l'accord? C'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. Ils ne viendront pas arrêter les gens comme Maduro. Voilà, voilà d'ailleurs. Si Maduro, qui est plus avancé que la RDC, a été arrêté. Et ici, même tous ces gars-là vont fuir. Ils vont abandonner les chefs seuls. On les prend, on l'amène au cachot. Moi, j'ai une autre lecture de cette question. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre vers la 3e guerre mondiale. C'est une évidence. Lorsque vous suivez le chef d'état-major français qui dit non, les Français doivent se préparer à subir certaines pertes pour les comptes de l'armée française. Il faut qu'on accepte les sacrifices parce qu'il y avait un moment la confrontation russe et les Français. Et Poutine leur disait que lorsqu'ils vont oser, ils verront la grandeur de la Russie. Le paradoxe est que les Russes, contrairement aux Américains, ont pratiquement tous les minerais que nous avons ici dans notre pays. La Chine également. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Alors, les Français non plus n'ont pas assez de minerais. Non, pas. Ils sont en train de se préparer à être capables parce qu'ils avaient sous-estimé la force des Chinois et des Russes. Mais après, ils se sont rendus compte que ces gens sont assez forts. D'ailleurs, l'Iran aujourd'hui fait face aux Américains. Personne ne pouvait y penser. Alors, le Congo maintenant est au cœur de ces enjeux-là. Parce qu'on sait que le Congo, c'est pratiquement ce pays qui a pratiquement tous les jugements que nous pouvons avoir pour avoir un réservoir militaire qui puisse nous permettre de faire une guerre. Mais est-ce que les accords que nous avons signés avec la Chine aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ces accords-là? Lorsque, par exemple, vous donnez aux Américains tout votre sous-sol, mais que deviennent les accords que vous avez signés avant? Et si ces gens-là reviennent pour vous dire que non, vous opposez, voilà, j'ai signé un accord avec vous, et que les Américains viennent s'imposer, ils vont se confronter, oui ou non? Oui. Et ça partira d'où? Du Congo. C'est clair. Parce que nous avons un accord avec la Chine qui n'a pas encore pris fin. On signe un accord avec les Américains qui n'a même pas encore exécuté. On ne sait même pas dire que est-ce que les jugements que les Chinois ont deviendront les jugements des Américains, oui ou non. On ne sait pas le dire.
Mais si ces gens-là viennent se confronter chez nous par rapport aux minéraux de notre pays, et d'ailleurs c'est une absurdité. Comment comprendre que dans un pays, il y a des étrangers qui se disputent vos richesses alors que vous vous observez? Aujourd'hui, ces débats autour entre la société américaine et les Belges, personne, je crois pratiquement beaucoup de gens dans l'opinion ne le suivent pas. Mais les États-Unis ils revendiquent les archives. Et les archives de notre pays. Oui, qui sont détenues par la Belgique. Et la Belgique n'en veut pas. Sûrement qu'elle voudrait aussi se retrouver dans tout ce que feraient les États-Unis. La Belgique dit que l'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Amérique n'engage pas. Et l'Amérique n'engage pas la Belgique. Donc pour eux, ils estiment également qu'il faudrait... Donc si vous voulez ces archives-là, un autre accord. Nous aussi... Voilà. Donc le Congo devient pratiquement cette femme qu'on viole par tout le monde. Je crois que tous ceux qui pensent, non, je vais assouvir mes envies, je pars au Congo pour violer le Congo. Est-ce que si nous-mêmes, en tant que nation, en tant que peuple, nous ne travaillions pas pour être capables de défendre notre propre souveraineté, est-ce qu'on va s'en sortir d'une telle situation? Je pense que depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais pu nous arrêter à un moment pour nous dire que voilà comment réfléchir le Congo de demain. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en 1960 n'était pas forcément une réflexion qui pouvait asseoir les bases solides d'un pays qui peut se développer. L'enjeu du Congo avant 60, c'était d'avoir une indépendance. Nous l'avons obtenu. L'enjeu de Mobutu, c'était d'avoir l'unité du Congo après les velléités qui ont suivi l'indépendance du pays. Il l'avait obtenu à un moment. L'enjeu de Laurent Désiré Kabila, c'était de chasser un dictateur. Il l'avait obtenu. L'enjeu de Kabila, le fils, c'était de doter le Congo des institutions fortes et démocratiquement élues. Et réunifier tout exactement. le pays. Aujourd'hui, il l'a obtenu parce qu'on a un parlement, on a le cours des tribunaux, on a le président. Toutes les institutions sont en place. L'enjeu actuel du pays, c'est le développement. Or, le développement est un processus. Il faut que les acteurs politiques du pays puissent s'asseoir autour d'une table, réfléchir le Congo après 100 ans. Qu'est-ce que devient le Congo? Parce que les réflexions que nous avons toujours eues dans notre pays sont des réflexions temporaires et pour un temps. À Sante City, on n'avait pas dit qu'est-ce que nous prévoyons pour le Congo après, par exemple, 100 ans. Lorsqu'on parle de l'Amérique aujourd'hui, il y a les rêves américains. Il y a les mythes fondateurs de l'Amérique. Mais quels sont les mythes fondateurs du Congo? C'est les mythes tribalo-ethniques. Où vous avez des partis politiques à l'époque qui étaient des partis politiques des ethnies. Et qui, ces mythes-là, nous poursuivent aujourd'hui. Parce que ça n'a pas changé, ça exactement. Les Belges, lorsqu'ils ont débarqué chez nous, ils nous quantifiaient par rapport aux tribus. Il y avait les Balouba, il y avait les Bakong, ils vous diraient que non, tel tribu est plus intelligent, tel autre doué dans tel domaine. Exactement. C'est la même chose qu'ils ont ramené au Rwanda. Donc l'économie, il faut donner au Congo parce que Maboko dépense à exactement. L'armée, les Bangala, moi, clair trop, c'était un peu dans une telle configuration. Exactement. Et j'irai même plus loin pour vous dire que les Belges ont ramené les paradigmes de leur pays dans notre pays. Parce que vous avez les Flamands, vous avez les Wallons, vous avez les familles aristocratiques belges. Et comme eux réfléchissent en fonction de compartiments de leur tribu, ils ont ramené ces contextes-là ici. Ils avaient 3 mythes. Les mythes tribalo-ethniques, les mythes de la supériorité génétique. C'est ce qu'ils ont ramené au Rwanda. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'il y a eu les génocides rwandais. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence logique des actes posés hier par ceux qui nous ont gérés. Même lorsqu'on dit que non, l'économie congolaise est une économie extravertie. Mais c'est la logique de la conférence nationale souveraine. Ils ont la conférence de Berlin. Faire du Congo un État où on vient puiser pour créer la réserve internationale. Et aujourd'hui, nous subissons la même chose. On ne sait pas comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le reflet de notre histoire. Tout le monde, quand il débarque au pouvoir, a toujours tendance à vouloir rester longtemps. Quel est ce président de la République dans ce pays qui a débarqué sans avoir l'intention, ne serait-ce que même par ses actions, de rester? Eux tous, l'histoire est claire. Voilà, tout le monde veut toujours rester. Même Kasavubu avait eu peur d'organiser les élections. Exactement. Fin mandat, il avait peur de la... Donc Tshombe était très populaire. Il se disait, mais les élections, Tshombe va l'emporter. Exactement. Et c'est dans ça que Mobutu, finalement, a fait le coup d'État. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est les reflets de l'histoire du Congo. Moi, je prône qu'on ait une nouvelle table ronde qui cette fois-là va réfléchir le Congo au-delà des velléités politiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir pratiquement plus de 1000 partis politiques pour développer un pays dans le contexte qui est le nôtre? Où vous savez que vous étiez quantifié par rapport aux tribus. On n'a pas pu créer une nation congolaise. On a plutôt créé des tribus congolaises. Lorsqu'on parle du Congo aujourd'hui, on a ce dualisme-là. Lorsque vous êtes acteur, vous êtes ministre aujourd'hui, vous servez la nation, vous servez votre tribu.
C'est clair. Et en même temps, lorsque vous débarquez dans la gestion de l'État, vous verrez votre propre famille qui vous dira, qui va vous rappeler que vous êtes là. Pensez également à vos frères. Donc, tout acteur politique de notre pays sert deux autorités. La tribu et l'État. Et c'est souvent la tribu qui prend l'ascension sur l'État. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à développer le pays parce que nous sommes divisés même dans nos mentalités. Vous ne verrez pas un acteur politique aujourd'hui qui débarque dans un poste décisionnel et penser République mieux que sa famille ou son ventre. Maître Enoch, le temps est en train de nous filer. La grande question ou la deuxième partie qui devrait, on devait en parler, le changement de la Constitution. D'abord, on revient un peu, j'évoque un peu l'histoire de façon brève et les quelques conséquences. Kasavubu, fin mandat, premier mandat, il n'a pas pris soin d'organiser les élections. Il a connu finalement un coup d'État. Mobutu, à son tour, qui s'est tapé des textes jusqu'à avoir des septennats. Le dernier septennat de Mobutu prit fin le 4 décembre 1990 à minuit. Ngouza Karlibonde, Premier ministre à l'époque, il dit le dernier septennat du maréchal Mobutu a pris fin. Mais à qui la faute? On tombe dans la controverse, l'illégitimité, l'illégalité de tout. 7 ans plus tard, l'AFDEL vient, l'emporte sur Mobutu. Laurent Désiré n'en a pas eu le temps, il est parti. Joseph Kabila arrive, il fait ce qu'il a pu faire, il dote le pays d'une constitution et des institutions, il réunifie le territoire national. À terme de son deuxième et dernier mandat constitutionnel, on a senti aussi les mêmes volontés de vouloir prolonger. Il y a eu des événements, des contraintes, et finalement, il a accepté de partir 2 ans plus tard que l'année prévue. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi est là, qui a surpris tout le monde à son premier mandat où l'on ne s'attendait pas qu'il allait organiser les élections à la date constitutionnellement prévue, en 2023. Et il organise, c'est-à-dire il met tout le monde échec et mat. Là, bravo à lui. Et voilà, maintenant le deuxième mandat et dernier mandat constitutionnel de Félix-Antoine Tshisekedi, les mêmes velléités viennent de partout. Les mêmes personnes qui poussaient Joseph Kabila, on les voit aujourd'hui être nommés même par Félix Tshisekedi. Exactement. On a vu Kinke Moulumba, qui a même créé un parti politique portant le nom de Joseph Kabila. Kabila Désir. Totondiote, Tolembio Nanute. Est-ce que, trouvez-vous que le Congolais, c'est ça d'abord cette question-là, le Congolais a-t-il appris, sinon les politiques congolais, nos politiciens, la classe politique, a-t-elle appris de notre histoire en voulant pousser encore, au lieu d'aider le président Félix Tshisekedi à bien terminer son deuxième et dernier mandat constitutionnel et sortir par la grande porte et bénéficier de tous les avantages du fait d'un ancien président de la République. Trouvez-vous que nous avons suffisamment appris de notre propre histoire? Merci de la question. Je pense que cette approche dénote d'une chose. Les politiques congolais n'ont pas l'essence de l'histoire. C'est ça l'évidence. Nous avons eu on a pratiquement 5 chefs d'État aujourd'hui, avec notre président actuel. Il y a 3 présidents de la République qui se sont prononcés clairement sur la question de la Constitution, du changement de la Constitution. Il y a Mobutu, qui souvent se prononçait sur cette question. Il y a Laurent Désiré Kabila, qui au départ, c'est un contexte différent. Mais il y a également le président actuel. Parce que lui, avec le coup d'État, c'est-à-dire la Constitution qui avait les chassés. Actuellement, nous avons notre chef d'État qui s'est prononcé clairement sur cette question du changement de la Constitution, contrairement à son prédécesseur, qui à chaque fois, lorsqu'on évoquait cette question, il a ramené le fait que vous avez la Constitution, vous pouvez la lire et voir ce qui est prévu. Il y a une chose. Souvent, la question du changement de la Constitution est alimentée par l'entourage du chef de l'État. C'est ce qui a été fait l'année avant le chef de l'État à l'époque de Kabila. Où on a vu le même acteur qui aujourd'hui alimente cette question, alimenter à l'époque la même question. Il faudrait changer la Constitution. Kabila Tolembio Nanute. Aujourd'hui, c'est le même discours qui revient. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à confondre l'État avec les personnes. On pense que le développement du Congo dépend de personnes en lieu et place des actions posées par ces personnes.
Avec l'accord qu'on a signé à Sun City, on a voulu créer les institutions fortes en lieu et place de personnes fortes. Mais apparemment, la tendance n'a pas changé dans les raisonnements congolais. On pense souvent que lorsqu'on débarque au pouvoir, il faut toujours créer des alibis qui vont justifier les changements d'une constitution. Il faut d'abord comprendre les contextes politiques avant d'arriver dans l'aspect juridique. Nous sommes en face d'une crise sécuritaire qui écume notre pays. Les narratifs de nos compatriotes de l'Union sacrée, ils nous disent clairement que tant qu'il y aura une crise à l'est du pays, on ne peut pas organiser une élection. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du territoire de notre pays qui est sous occupation et les compatriotes qui se trouvent là-bas ne vont pas voter. Est-ce que c'est la première fois qu'on ait des Ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est-à-dire que lorsqu'il y a élection, il faut que tout le monde puisse voter. Oui. Mais en même temps, le même compatriote vient vous dire qu'il faut qu'on change la constitution. Pourquoi? Parce que cette constitution contient en elle certaines questions qui risquent de briser le développement du pays. Or, on sait que les changements de la Constitution ramènent la question du référendum constitutionnel. Vous le savez bien. Oui. Et le référendum implique les votes de la population quant à l'approbation ou pas par rapport au changement de la Constitution. C'est aussi une élection générale. Comment les mêmes acteurs qui vous disent, excusez-moi, qu'il ne peut pas y avoir élection en 2028, sont les mêmes acteurs qui reviennent pour vous dire qu'il faut qu'on change la Constitution qui implique les référendums constitutionnels. Sur le plan politique, ça laisse à désirer. Donc, c'est là sous-entend qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi le chef de l'État, au début de son deuxième mandat, a revivé les débats du changement de la Constitution? Pourquoi seulement choisir le deuxième mandat? Lorsque, par exemple, on vous dit non, dans cette Constitution, il y a des articles qui risquent de vendre le parti de nos territoires. Quand est-ce qu'on a constaté cela? Pourquoi, lorsqu'on était à l'opposition, on a défendu la même Constitution qui hier voulait être changée par les kabylistes? Oui. Pourquoi, lorsque les kabylistes hier disaient qu'il fallait changer cette constitution, on disait que le problème du Congo, ce n'est pas la constitution? Je rappelle, le chef de l'État l'a dit, lorsqu'il était à l'opposition, que le problème de notre pays, ce n'est pas la constitution. Le problème, c'est la gestion, le problème, c'est ceux qui dirigent le pays. Mais comment on a quitté de ça à ça aujourd'hui? Est-ce que dans notre pays, les acteurs politiques tiennent compte de leur position politique? D'abord, ceux qui évoquent cette question, c'est quoi les justifications qui sous-tendent les changements de la constitution? On vous dit par exemple que non, dans la logique congolaise, c'est le chef de l'État qui est plus vu dans l'opinion par rapport à la première ministre, alors que c'est la première ministre qui connaît la politique de la nation. Est-ce que cette réforme-là appelle au changement de la Constitution ou peut-être à la révision? Mais selon Bochab, il dit que la Constitution est déjà vieille parce que plus de 17 ans. Je vais arriver sur cette question. Je prends Bochab et Willy Michiki. Willy Michiki vous dit quoi? Il faut qu'on change notre Constitution parce que à chaque fois lorsqu'il y a élection, les acteurs se perdent pendant pratiquement 2 ans à la question du contentieux électoral. C'est ce qu'il a dit. Or, vous le savez bien que mieux que moi, que la question du contentieux électoral n'est pas totalement réglée par la Constitution. Il y a la loi électorale qui intervient, qui également règle la question du contentieux électoral. Déjà, s'il évoque cette raison, elle ne tient pas. Parce qu'on peut modifier la loi électorale pour délimiter les délais du contentieux électoral. Parce que la loi électorale a pour vocation d'organiser les actions préélectorales, les actions électorales et les actions post-électorales. Préélectorales, c'est-à-dire l'enrôlement et tout ce qui va avec. Électoral, c'est-à-dire élection. Et post, c'est les contentieux électoraux. Ça, c'est une raison qui ne tient pas. Il vous dit en même temps, non, après l'élection, les députés ont pratiquement 3 ans pour œuvrer. Alors que les Américains ont combien d'années? 2 ans. Pratiquement, les élus américains, et puis à un moment on renouvelle, pratiquement au courant de 4 années du chef de l'État, on renouvelle la classe politique. Une élection intervient pour renouveler la classe politique. Pourquoi? Ils doivent d'abord comprendre les contextes qui a prévalu à l'élaboration de cette constitution. On a quitté d'une dictature à une rébellion qui a chassé une dictature. On avait l'impression au Congo pratiquement pendant 30 ans qu'il y avait une même classe politique qui s'est pérennisée dans les temps. Vous avez les fils des mouvanciers qui revenait à tout moment dans le poste décisionnel, on ne pouvait pas avoir un compatriote qui soit élu démocratiquement et pour avoir un poste décisionnel. D'où lorsqu'on est parti à Santiti, nous nous sommes dit quoi? Puisqu'il y a un passé récent qui nous a donné l'impression qu'au Congo, on pouvait devenir n'importe qui parce qu'on est le fils d'eux. Il faut que cette impression cesse. Il faut que le Congolais ait l'opportunité de pouvoir choisir ses propres dirigeants pratiquement après 5 ans. Parce qu'on sait qu'on peut apporter des réformes pendant 5 ans, lorsqu'on est sérieux. Lorsqu'on a un bon projet de gestion, pendant 5 ans, on peut apporter des réformes. Alors, il dit encore que non, il faut qu'on quitte de 5 ans à 7 ans. Je ne comprends pas les Congolais.
lorsqu'il faut parler des réformes, on ne prend que les côtés qui nous plaisent. Aux États-Unis d'Amérique, les chefs de l'État, combien d'années? C'est 4 ans. 4 ans. Mais lorsqu'il faut parler du changement, on évoque les Américains pour une seule partie. Pourquoi les chefs d'État américains, lorsqu'ils ont 4 ans, ils apportent des réformes? C'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent du pays. Le problème n'est pas d'avoir 5 ans, mais le problème c'est d'avoir des projets qui peuvent apporter le changement. Le professeur Bochab, lui, vous dit quoi? La durée normale d'une constitution, c'est pratiquement de 17 ans. 17 ans. Ça, c'est... Je n'ai jamais entendu ça, parce que ce sont nos professeurs, ce sont nos modèles dans la science. Je n'ai jamais lu. Hein? À ce sujet-là, je salue un ami, Yves Nkoulou Chabot, qui est aux États-Unis. Merci à toi pour ce sacrifice. Il m'a envoyé toute une liste pratiquement des dates d'adoption de toutes les constitutions de tous ces pays-là, des vieilles démocraties. Il n'y a aucune constitution qui a été changée parce que 17 ans d'âge. Merci beaucoup à toi, cher Yves, pour ce sacrifice. Et nous avons compris, et c'est pourquoi le Congolais va se demander quel est le motif réel de Bouchab pour nous amener, nous exposer c'est une ignorance ou bien il le fait exprès. Les professeurs Bouchab... Ou il se moque de qui? Celui-là à qui il s'adresse ou comment? Le professeur Bouchab étant un savant, nous respectons son avis, mais il sait mieux que nous que chaque réforme est conditionnée par la volonté d'apporter une solution à un problème. On ne peut pas justifier une réforme par les délais d'une constitution, non. Il faut par contre apporter des raisons qui justifient la réforme en question. Soit que ce qui a été prévu avant ne répond plus aux besoins actuels du pays et que cela appelle à apporter des réformes. Moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'à la carrure du professeur Bouchab, il peut justifier les changements de la constitution par les délais de notre constitution. Mais quid de la constitution américaine? Est-ce que réforme et changement, est-ce que c'est le même concept ou Voilà, je pense qu'il faudrait poser le base. Il y a la révision constitutionnelle et puis il y a les changements de la constitution. La révision constitutionnelle passe par ce qu'on appelle les pouvoirs constituants dérivés, c'est-à-dire les pouvoirs qui viennent apporter une réforme par rapport à ce qui est prévu dans la constitution. Mais les changements de la constitution fait intervenir ce qu'on appelle les pouvoirs constituants originaires, qui soit vient établir une nouvelle constitution dans une république qui n'avait pas de constitution, ou soit vient changer totalement ce qui a été prévu pour établir une nouvelle constitution. Alors aujourd'hui, la volonté qui est celle de ceux qui gouvernent les pays est d'apporter un changement total de la constitution. Parce qu'ils veulent qu'on puisse avoir une nouvelle constitution. Or, vous le savez mieux que moi, que les systèmes politiques d'un État, c'est les régimes politiques plus les systèmes des variables déterminants. Qui veut dire quoi? Que les régimes politiques renvoient aux normes constitutionnelles, les systèmes des variables déterminants vous renvoient des données politiques, des données juridiques, des données sociologiques d'un État. Lorsqu'on veut apporter une réforme d'un système politique, il faut qu'on s'en tienne au contexte politique de cet État-là. Alors aujourd'hui, quel est le contexte actuel de notre pays? Est-ce que le contexte actuel du pays nous donne-t-il le blanc-seing d'apporter une telle réforme? Vous êtes face à une crise qui endeuille le pays. Une crise qui demande l'applicabilité de certaines solutions. Mais au lieu d'abord de vous cantonner par rapport à la résolution de cette crise, vous voulez apporter une réforme qui touche même à la matrice d'un État. Réviser la Constitution n'est pas mauvaise. Changer la Constitution n'est non plus mauvaise. Mais le problème, c'est que les changements de la Constitution impliquent les changements du système politique de notre pays. Or, le système politique prend en compte également le système des variables déterminants qui impliquent des données politiques, les contextes politiques d'un État. Alors, c'est quoi les contextes actuels? Est-ce que ces contextes justifient les changements de la Constitution? Et pourquoi on veut changer la Constitution qu'on a défendue hier? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas en droit même le calcul ou l'appréciation sur l'opportunisme? Yves Ilunga, restez en ligne. On vous appelle tout de suite sur un dossier sur lequel vous devrez donner votre sa point de vue. Nayo, Kokatate, Tikalana, nous en ligne quelques minutes. Y a-t-il pas appréciation sur l'opportunisme? Parce que sinon, en quoi est-ce prioritaire dans le moment où, ne serait-ce que pour évoquer le débat sur le changement total de la Constitution, alors qu'on a besoin d'abord que tout le Congolais soit uni pour concentrer l'énergie, mais
est-ce que cette question ne divise pas encore davantage le Congolais? Voilà, le problème c'est que la révision constitutionnelle est totalement encadrée, puisqu'étant limitée, délimitée dans les temps, on a prévu même les matières qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, les temps qu'on peut faire recours à la révision constitutionnelle, elle est totalement encadrée. Les changements de la Constitution, puisque faisant appel au souverain primaire qui est le peuple, n'est pas limité, c'est ça l'évidence. Mais le problème c'est qu'en théorie, toute réforme, tout changement de la Constitution dépend également de certaines données d'un État. Lorsqu'on veut apporter une réforme, lorsqu'on veut apporter un changement, cela doit être justifié par les événements qui se passent dans votre société. Or, sur le plan politique, on sait que cette question du changement de la Constitution divise le Congolais. Il y a de ceux qui ne veulent pas du changement de la Constitution, il y a d'autres qui veulent du changement de la Constitution. Et ceux qui veulent d'ailleurs du changement de la Constitution vous évoquent quoi? Que lorsqu'on va changer la Constitution, le chef de l'État va recommencer ab ovo les comptages de son mandat. À zéro. Exactement. Et puis, on attendra jusqu'à ce qu'il va finir la guerre. Donc, vous vous rendez compte que, exactement, quand Kagame quittera le voilà, vous vous rendez compte qu'il y a une volonté de se pérenniser au pouvoir. Qui n'est pas orienté vers le bien commun, le bien de la société. Mais plutôt, ça devient comme pour un pouvoir seulement. Comment ça peut être orienté sur le bien de la société dès lors que c'est là pour fondement une crise qui détruit la société? Parce que ce qui est comme raison aujourd'hui évoqué de façon récurrente, c'est la crise sécuritaire à l'est du pays. On prend Kagame aujourd'hui comme un exemple. À chaque fois qu'on évoque cette question, on vous dit Denis Sassou Nguesso au pouvoir, ça fait combien d'années? On vous dit Kagame au pouvoir, ça fait combien d'années? Mais Kabila été au pouvoir, ça fait combien d'années? Et pourquoi on a voulu qu'il parte? C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui ont voulu que Kabila parte. Mais qu'est-ce qui a changé en réalité dans leur tête? Qu'est-ce qui a changé? Maître Enoch, on va revenir à vous pour boucler l'émission. Il y a un sujet. Yves Ilunga, Ozali, coordonnateur provincial et à Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, section Kasaï orientale. Tolukio Pambate, parce que Ozali Moko ya Baeba Mesana pe koleka na émission na biso magazine Awa na Kongomani télévision. Mbalanyo so koleka Awa et Talisamaki que Oali kolakisa le bien fondé action ya apôtre Barnabé Mwakadi, mais curieusement, tu ali komona makambo yali akobe banakati ya ba réseaux sociaux ba ko funda ete Barnabé Mwakadi akokamata mbongo ebele mbongo ya République ya contribuable congolais akopesa yango na ba individu o bali na qualité te po bakenda kosala ba campagne ba mobilisation na compte ya ba parti politique ou yali ba fait privé. Alors, bazali komituna boni yemut oyo congolais azali ko betela maboko kazali bon gestionnaire, mais lelo yo ekoma que akozwa ba misolo ebele plus d'1,5 million ko pesa na batu bakende ko sala soi-disant mobilisation o ezali na intérêt ya mboka te. Kasi yo olobi boni réaction na bino en tant que moko ya ba communicateur et à fondation ana izali boni ba kolanda yo zali en direct na émission rendez-vous. Allô ndeko Archimbalanga, c'est Yves Ilunga, petit béton depuis la ville de Mbushimai. Na lobi boye biloko wana eza makambo lukuta, eza makambo tobengaka jabo balinga ba jabo l'homme de Dieu, le révérend apôtre Barnabé Mwakadi. Nous sommes combattus parce que tous ces hommes qui ont été dans l'année, ils ont soutenu le chef de l'État. Ils ont soutenu rien. Dans la bande, l'homme de Dieu a comment en tête à des géants dans la recette. Au bazo le bakeno et mon amour révérend apôtre Barnabé Mwakadi a péché Bambongo pour appeler sa bande. Il y a des péchés va mobiliser Bantou. On a joué ces Kabango. Kutuweza kusagana mémoire ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe à son âme parce que banda IDPC banda tina lelo to pesa ka bambongo ke non bozo mbongo yango pona ko mobiliser bantu te IDPC banda tozala IDPS to banda na opposition tina sikoyo man to pesa mbongo ya mobilisation te mais wana ekouta wapi pour bien dire na ko senga ba kongomani bisika baza bango nyonso ba rejeter makambo na bloc. Le révérend apôtre Barnabé Mwakadi aza moko oyo azo soutenir chef de l'État.
Donc pona yo makambo wana ezali nango kaka biloba loba ya batu ya mitema mabe parce que congolais finalement tokopesa confiance na nani mutu nyonso tokobetela maboko suka suka oyoki kaka ke akosakana na mbongo ya l'état congolais na makambo na ye privé. Donc liloba na yo po tosukisa wana c'est l'homme de Dieu, révérend Porte Balabi Mokadi, moi Bimi Sambon pour na makambo na te, il y a za na kati ya vision ya chef de l'état, azasi matata mokonzi ya ekolo Tshisekedi Tshilombo. Il y a za na makambo na te, wana baza bantu ya diabo, o balingi ba diaboliser ou bien balingi ba critiquer ba oyo baza pembeni ya mokonzi ya mboka. Omoni lelo yo par la grâce, par la idéologie ya mwana mboka révérend Porte Balabi Mokadi on soutenir le chef de l'État. Au moins, Banguna Bazan Kata Koko, il y a Bazan Kata Koko parce que mon sur l'État, ils ont quand on a qui tunga moko, et ça idéologie à Barnabi Mokadi. Alors, Toboy Makambouana, qui est non, et Balobi qui est non, Pessi Mambo, Mozab Logo à Luputa, là, nous avons donc, Togo rejeté Makambouana, mon blog, Yango Sobi, Yango Te, même Yé Pébi, Yango Te, parce que Tolande, Lango, Kutubao, Bazolo Bawana, Bazolo Belango, na Rwanda, Bazaba Rwandais. On a moitié à l'objet, on a revenu à Cameroun, en Rwanda. Il n'y a pas très bien qu'il y a rwandaise, parce qu'il y a payé à Bangouna, à Bisso, Bazo Bundisambuka. Bisso, tous à Congo, tu es bien en réalité à Congo. La carte en réalité à Congo, tu es bien, où il y a soutenu le chef de l'État. Na makanisi na ye na idéologie na ye aza mwana mboka révérend apôtre Barnabe Mokadi aza parmi bantu bazasi na chef de l'état wana bakongomani bachango na mutu na bango banda DG ezala DG itina leloyo na tomona ba recette abonité omoni sikoyo balingi sikoyo bakochisaka mbutu keno asali bo asabo biloko lukuta ye moko mokonza ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo hayebi keno naza na mutu nanga asir banda na chaye wana nde asali ke non nazwa misolo ya kotonga ba hôpitaux nazwa misolo ya kotonga banzela nazwa misolo ya kofuta ba enseignant nazwa misolo ya kosumba manduki pona kobundisa banguna oyo lelo bonzomo na basana kati ya kolela nyonso wana eza ba oyo baza simna fati beto lokola mwana mboka révérend Barnabe Mokadi parce que misolo nyonso ya Congo ezokota na kitunga moko a partir ya kitunga moko wana nde omoni siko tozwi manduki omoni lelo banguna basana kati ya kolela biso tokosenga tata mokonza ekolo aye bakeno azana mwana mboka ya bien oya poni avant makanisi na ye na idéologie na ye kombo na ye révérend apôtre Barnabe Mokadi depuis la vie de Mbujima et awa tozana ye singo mingi na ebisa yo na plateau na yo wana ke to soutenir ba FARDC to soutenir ba wazalendo lelo bande mona ba réaction ba ubando boya ma biske Fachi azana mishoti azana manda. Merci Mingi Yves Lunga, vous allez depuis Mbujimai. Merci Mingi pour la disponibilité. Voilà, il était question, tous appels sont de cloche parce que en tant que des citoyens congolais, ça doit nous intéresser. Mbongo ya contribuable et que Sam Salanini, Koyoka était Mbongo Komo Kendeko Sala, ça fait autre chose que dans l'intérêt qui est vraiment la loi suprême, c'est le salut du peuple congolais. Mais quand le contribuable Mbongo Nae Komo Kende Makamususu comme des faits privés, nous pensons que ça ne peut arranger personne, alors personne. Donc, est-ce que c'est la Constitution qui est le problème ou bien c'est l'homme congolais, Maître Enoch? Par l'homme congolais, je comprends les deux blocs. Oui. Et les gouvernants, et nous les gouvernés. Bon, le problème, la réponse est claire, c'est l'homme congolais. Parce que c'est les mêmes Congolais hier qui défendaient la Constitution, qui aujourd'hui pensent que la Constitution, c'est les problèmes du Congo. Et aujourd'hui, en tant qu'intellectuels, nous savons que les changements d'une position scientifique sur une question politique, par exemple, doivent être justifiés par des raisons fondées. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, les mêmes raisons évoquées par les kabylistes hier pour le changement de la Constitution sont les mêmes raisons que celles du pouvoir empruntent aujourd'hui. C'est comme si pour moi, je me rends compte que l'acteur politique au Congo, c'est celui qui imite mieux son adversaire quand il gère le pays. Est-ce que ce n'est pas du fait que les mêmes qui étaient les chantres ou les penseurs de chez Kabila, parce que les Bouchabos, ils ont fait le transfert pour ramener encore la même logique chez Mais là, on risquerait d'affirmer également que le chef de l'État était avec Kabila. C'est parce que lui également emprunte le même raisonnement.
C'est ça le problème. On a un problème d'homme politique. Même la transhumance politique dans notre pays aujourd'hui, elle se justifie par quoi? Lorsqu'on est acteur politique, par exemple, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes républicain, vous partagez la philosophie de partis politiques républicains. Même si vous n'êtes plus au pouvoir, mais vous gardez votre philosophie, mais tout en se battant que aux prochaines échéances, le vôtre soit élu. Mais lorsque vous faites les changements des camps politiques, il faut qu'il y ait des raisons qui justifient cette transhumance politique-là. Hier, Foumountoto était avec Kabila, par exemple. Aujourd'hui, il débarque autour de notre président de la République. Et après, il vous dit non, je défends mieux les chefs de l'État que quiconque, je mérite les postes. Donc vous comprenez que la transhumance politique aujourd'hui dans notre pays coïncide avec la volonté de l'acteur politique d'avoir un poste politique dans notre pays. Vous entendrez des aînés qui vous diront, voilà, moi dans ce pays, je ne serai jamais un opposant. Parce que je ne peux pas rester au chômage en politique. Le Congolais n'a pas cette capacité d'accepter qu'il soit au chômage alors qu'il a géré le pays. Le Congolais n'a pas cette capacité de défendre les idéaux politiques de son parti politique au détriment de sa volonté en tant qu'individu. On n'a pas eu la capacité aujourd'hui d'avoir des idées fortes qui surpassent les individus forts. Aujourd'hui, quand on parle des partis politiques, c'est d'abord les individus. Quand on cite l'UDPS, c'est le chef de l'État d'abord et ensuite les autres. Lorsqu'on cite le PPRD, c'est Joseph Kabila et ensuite les autres. Lorsqu'on parle de l'UNC, c'est Vital Kamerhe et ensuite les autres. Décider, c'est Fayoulou d'abord ou rien. Les Congos se confondent avec les individus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du développement de notre pays, on confond le développement avec les individus également. Les Tshisekedi vous dira quoi? Sans Tshisekedi, le Congo n'est rien. Voilà, même logique que malheureusement notre temps est fini. Nous espérons qu'on pourra vous avoir encore prochainement. Je serais ravi d'être on doit continuer à réfléchir sur différents sujets, sur la nation. Quant à nous, rendez-vous, nous sommes très heureux parce que nous, on ne court pas derrière les noms, mais nous courons derrière les Congolais qui sont en train de faire preuve d'intelligence, d'une compréhension objective de la situation pour pousser les gens à bien comprendre, parce que sinon, c'est le peuple congolais au finish qui peut stopper la folie de la classe politique. Exactement. Mais si le peuple congolais dans son ensemble, ou sinon les gouvernés que nous sommes, nous continuons à accepter d'être des sous-hommes face à cette classe politique qui ne jure que par des intérêts égoïstes, par leur positionnement. Hier, c'était André Mbata dans l'opposition qui nous disait que évoquer même la question, le mot même changement de cette constitution équivaudrait à un crime imprescriptible. Mais aujourd'hui, le même scientifique est en train de développer d'autres théories pour justifier le changement de la Constitution. À qui voudrait-il faire plaisir? Si c'est au président Félix Tshisekedi, eh bien, vous n'êtes que du poison. Laissez-le terminer comme lui-même a dit. Il pense déjà à son prédécesseur. Laissez-le terminer comme il avait bien organisé les élections en date constitutionnelle au terme de son premier mandat. Pourquoi vous voulez toujours l'embrigander? Vous voulez qu'il quitte le pays par une petite porte pour commencer à se moquer. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous n'ont jamais digéré que Tshisekedi Tshilombo soit là où il est président de la République. Vous le dites. Derrière les maisons, que Yété, Yazo mérité. Nombreux d'entre vous le disent. Mais quand vous êtes devant les caméras, vous faites semblant, vous êtes des menteurs. Vous êtes du poison, vous êtes en train d'empoisonner la République démocratique du Congo. Laissez-le faire bien son travail. Aidez-le, accompagnez-le à finir bien son mandat et le peuple ne l'oubliera jamais dans la mémoire collective que de le pousser dans ce que vous voulez, dont l'issue est inconnue. L'avenir a toujours été sombre. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous disons merci à l'équipe qui nous a réalisé, Andrea Nzolameso qui est là et Karine Dembo qui nous a tenus sur le plateau. Merci à Nonon Kourou, l'initiateur de Congomani Télévision. C'est grâce à lui qu'on a tous ces moyens techniques qui vous donnent des belles images de qualité. Encore une fois, merci à Maître Enoch qui a accepté de venir partager avec nous. Nous pensons bien qu'on l'aura toujours parce que vous voyez que nous lui avons arraché la parole parce que à la télévision, le temps, c'est le temps. Il y a un autre grand programme juste après nous. Merci. On se retrouve au prochain numéro.